Salutations compagnons et compagnonnettes. Aujourd'hui, un nouvel exercice, un exercice d'anticipation, une uchronie. Une uchronie, c'est donc une strate de temps qui n'existe pas, une déformation de l'histoire. On prend des prémices et on imagine une déviation de l'histoire. Au lieu qu'elle prenne le chemin vers la droite, elle va prendre le chemin vers la gauche. Einstein et d'autres ensuite ont décrit la possibilité d'univers parallèles, de dimensions parallèles. Et si dans l'une de ces dimensions, le gouvernement de Paul Reynaud avait voulu continuer la guerre. Alors ici, un point important. Ce que je réalise ici est purement un exercice intellectuel. Il n'y aura de ma part aucune tentative de réhabiliter qui que ce soit. On est bien d'accord sur ça. Vous allez bien comprendre qu'heureusement, en 1945, le Troisième Reich, ce régime maudit et sanguinaire, a été vaincu. Si je fais aujourd'hui une uchronie, c'est que je pense, en mon fort intérieur, avec mes petites capacités intellectuelles, que par moment la guerre aurait pu prendre une autre tournure et présenter pour nous un visage encore plus terrible que ce qu'il est advenu jusqu'ici. En effet, si je fais une uchronie, si j'imagine un univers où le Troisième Reich n'a pas été vaincu, ça veut dire qu'il a été vainqueur, avec les conséquences cauchemardesques que vous pouvez imaginer. Sachez qu'à chaque année de la guerre, il y a eu des événements qui auraient pu tourner au désavantage des Alliés. J'en reparlerai plus tard. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, 16 juin 1940, le général de Gaulle est donc à Londres. En France, on ne sait pas si on doit continuer la guerre. C'est la tendance Paul Reynaud et de Gaulle, sous-secrétaire à la guerre, ou si on doit demander la paix. C'est la tendance du maréchal Pétain. Depuis début juin, les choses sont allées de mal en pis pour l'armée française. Le 16 juin 1940, de Gaulle est envoyé à Londres pour tester Churchill sur sa volonté de s'impliquer plus précisément dans le conflit en France. Imaginons maintenant que contrairement à ce qui s'est passé, Paul Reynaud continue la guerre. Alors, à Londres, le Premier ministre Winston Churchill a proposé un plan un peu démentiel, c'est-à-dire qu'il veut créer une fusion entre la France et l'Angleterre, qui ne serait plus qu'un seul pays, avec une seule citoyenneté, fusionner armée française, armée anglaise, marine française, marine anglaise. De Gaulle est extrêmement enthousiaste. Et il téléphone tout cela à Paul Reynaud. Et là, Paul Reynaud éclate dans une fureur indescriptible. Comment cela? Les Anglais veulent nous refaire le coup du traité de Troyes de 1420. Il n'en est pas question. Encouragez! Plus fort! Plus fort! Ah, ils nous prennent pour des futurs vaincus, ils nous prennent pour des lâches. Eh bien, nous allons leur montrer ce que les Français savent faire. Et Paul Reynaud réunit son conseil et il décide de continuer la guerre à outrance, quoi qu'il en coûte, comme dira un grand président un peu plus contemporain. Le maréchal Pétain, lui, est dépité et il décide de rendre les armes. Il se retire du conseil. Alors, de Gaulle rentre en France le 17 juin et là, il apprend la nouvelle. Paul Reynaud continue la guerre. Aussitôt, le gouvernement s'embarque sur un navire à Bordeaux en direction d'Alger. Ils embarquent avec eux sur tout ce qu'on a pu réunir comme embarcation le plus rapidement possible, environ 20 000 soldats français, en comptant ceux qui vont pouvoir fuir des ports de Marseille et de Sète. Évidemment, cette évacuation se fait dans le plus grand désordre, dans le plus grand chaos. Hitler, quand il apprend la nouvelle, éclate dans une fureur indescriptible. Il pensait l'armée française à sa merci et l'armistice à portée de la main, mais non. Les Français veulent continuer la guerre. Alors, il convoque von Manstein, le général qui avait établi le plan jaune, le Volksgelb, qui avait permis à la Wehrmacht de rentrer triomphalement en Belgique, en Hollande et en France. Et von Manstein a un second plan sous la main, le plan vert, le Volksgrün. Il le propose à Adolf Hitler. En effet, il avait imaginé que si la France continue la guerre, il fallait absolument que l'Allemagne se saisisse de plusieurs objectifs extrêmement importants. Il y a deux objectifs importants pour les Allemands. Le Maghreb, là où vont se réfugier le gouvernement français et ce qui reste de la pauvre armée française, et la marine nationale française. La marine, elle se trouve un peu disséminés partout. Quelques bateaux demeurent dans la rade de Toulon. Les plus grosses unités sont dans la rade de Mers-el-Kébir, à côté d'Oran, et d'autres sont à Dakar et à Alexandrie. Et von Manstein, lui, propose à Hitler toujours la même recette. La rapidité, la sidération de l'ennemi. Il faut aller plus vite, il ne faut pas lui laisser le temps de réagir
pour en finir une bonne fois pour toutes. Et von Manstein a inventé un plan génial. Il va faire passer une division blindée parmi les divisions d'élite. Ce sera le général Erwin Rommel avec sa 7e Panzerdivision que l'on appelle la division fantôme. Parce que sur la carte, même l'état-major allemand ne sait pas où elle se trouve, tellement elle va vite. Donc Rommel aura pour but de passer par l'Espagne et de prendre Gibraltar, qui appartient aux Anglais. Gibraltar, c'est le verrou de la Méditerranée. Sans ce verrou, les Anglais ne peuvent plus y rentrer. Ensuite, deuxième opération concomitante. Envoyer la 9e Panzer, qui au 17 juin se trouve assez proche de Lyon. Envoyer la 9e Panzer de von Hubicki, tracer à travers la vallée du Rhône et prendre Toulon. Évidemment, il faudra environ 1 jour et demi pour cela. Mais von Manstein n'a pas dit son dernier mot. Il va envoyer les parachutistes de Kurt Student, le père de l'arme aéroportée allemande, lancer un raid surprise sur la rade de Toulon pour prendre le maximum de navires français intacts. En cette nuit du 18 au 19 juin, vers 3 h du matin, environ 2000 parachutistes, les Fallschirmjäger, sautent sur la rade de Toulon. La surprise est totale pour les Français. D'autant plus que l'amiral Darlan n'a pas eu d'ordre express de faire sauter les bateaux, de s'aborder la flotte si les Allemands voulaient s'en emparer. Il y a un tel chaos dans ce gouvernement qui est parti à Alger en vitesse et qui se trouve en mer pendant ces événements que personne n'arrive à réagir. On se bat sur la rade de Toulon. Les combats sont terribles entre marins français et parachutistes allemands. Néanmoins, malgré quelques navires qui ont été endommagés par les Français, l'ensemble de la flotte tombe dans les mains allemandes. Et le 19 juin, vers 11 h, arrive la 9e Panzer de von Hubicki. Toulon est aux mains des Allemands. Les Français ne la prendront que le 20 juin en arrivant à Alger. Du côté espagnol, Hitler avait passé des tractations secrètes avec le général Franco, le chef du régime fasciste espagnol. Au début, Franco ne veut rien entendre. Il ne veut absolument pas mêler l'Espagne à cette Seconde Guerre mondiale qu'il sent légèrement indécise. Et pourtant, quand le 19 juin, on lui apprend que les Panzers arrivent quasiment en Languedoc-Roussillon et que la rade de Toulon est prise, il commence à se poser des questions. Si décidément, le Troisième Reich arrivait à conquérir toute l'Europe. Hitler sait cela. Il va proposer un deal avec Franco. Pour les Espagnols, rien de plus simple. Il leur suffira de laisser passer la 7e Panzer à travers leur territoire et de leur prêter quelques navires pour ensuite passer en Afrique, à Ceuta. Hitler lui propose un marché formidable. Si les Allemands réussissent à prendre le Maghreb, il lui offre le Maroc français ainsi que certaines possessions sur la côte ouest de l'Afrique. Alors là, Franco se décide, il va aider Hitler. La 7e Panzer traverse donc l'Espagne. Elle mettra 3 jours pour arriver à Gibraltar. Prendre la ville ne sera qu'une formalité pour les Allemands. Le 27 juin, le drapeau à croix gammée flotte sur Gibraltar. Les Anglais n'en reviennent toujours pas. Les Allemands ont également envoyé sur les villes espagnoles d'Almeria, Grenade et Murcia environ 200 avions de combat, des bombardiers et des chasseurs. C'est également prévu que les transports de troupes aéroportés Junker fassent une halte sur les terrains d'aviation espagnols avant de se lancer dans leur prochaine opération. Le 30 juin, à 6 h du matin, un déluge de bombes s'abat sur Oran, sur Alger, sur Mostaganem et Sidi Bel Abbès. Ce sont les Allemands qui étaient basés sur les terrains d'aviation espagnols. La surprise est totale pour le gouvernement français qui s'est à peine installé à Alger. Aussitôt, les restes de l'armée française s'organisent comme ils peuvent. Aussitôt le bombardement terminé, 15 000 parachutistes allemands vont sauter sur l'Algérie en se focalisant surtout sur Oran et la base de Mers-el-Kébir. C'est l'opération Mercure qui sera un très grand succès pour l'arme aéroportée allemande. Toujours le 30 juin, vers 15 h, les blindés de la 7e Panzerdivision de Rommel qui ont traversé le Maroc le plus rapidement possible sont en vue d'Oran. La rade de Mers-el-Kébir est prise et tous les navires français, les cuirassés, sont tombés intacts dans les mains allemandes. À Alger, c'est la consternation. Les Français se pensaient à l'abri de l'ogre nazi. Il n'en est rien. Le général de Gaulle essaie de lancer ses troupes à un ensemble hétéroclite de soldats du rang, de marins, de légionnaires, de chasseurs alpins pour la défense d'Alger. Il trouvera une mort héroïque le 1er juillet 1940. Et à l'est, du côté de la Tunisie, 80 000 soldats italiens du maréchal Rodolfo Graziani sont lancés à l'attaque de ce qui reste de l'armée française en Tunisie. Cette fois-ci, tout homme politique français, tout soldat, tout citoyen sait que c'est la fin. La France ne va plus exister. Le Troisième Reich a définitivement gagné. En un sens, le fait de continuer la guerre était une absurdité. Mais cela, personne ne pouvait le savoir. Mais il reste l'Angleterre. Les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont tenter le tout pour le tout. Ils rassemblent leurs escadres de combat et lancent la Home Fleet, la marine de guerre britannique, vers Gibraltar.
ils vont essayer de passer le goulot de Gibraltar pour attaquer la rade de le Maroc, l'Algérie et les côtes sud de la France. Il leur faut absolument détruire la marine nationale française. Le 5 juillet, les navires anglais arrivent à proximité du cap Trafalgar, au sud de l'Espagne. Il y a les escadres de l'amiral Tovey, le chef de la Home Fleet, de l'amiral Holland, de l'amiral Wake Walker, avec les cuirassés Warspite, Renown, Revenge et Ramillies. Il y a aussi les porte-avions Illustrious et Formidable. En Méditerranée, il y a la force H de l'amiral Somerville, avec le porte-avions Ark Royal et les cuirassés Hood, Valiant et Resolution. L'amiral Somerville attaque l'Algérie. Mais les navires français qui battent maintenant pavillon allemand ne sont pas restés bêtement coincés dans leur rade. Ils sont allés en haute mer pour attendre les Anglais. Il y a les cuirassés Bretagne, Dunkerque et Provence. Mais dans leur dos, les Anglais de l'amiral Somerville vont avoir une mauvaise surprise, car Hitler a aussi obtenu de Mussolini l'aide de la marine royale italienne. Dans le dos des Anglais se trouvent les cuirassés Littorio, Vittorio Veneto et les croiseurs Trente, Fiume et Trieste. La force H ne pourra pas résister très longtemps aux attaques conjointes de la flotte française devant eux, de la flotte italienne derrière eux et d'une escadre de bombardiers et de chasseurs allemands venant toujours de l'Espagne. Du côté atlantique, au cap Trafalgar, les Anglais qui sont partis le plus vite possible ne se sont pas aperçus qu'ils sont suivis à moyenne distance d'une grande partie de la Kriegsmarine. Il y a les cuirassés Bismarck, Gneisenau et les croiseurs lourds Prinz Eugen, Lützow, Admiral Scheer. Les Allemands ont quasiment mis tout le paquet pour détruire la Home Fleet. Devant eux, les Anglais ont la surprise de rencontrer quelques cuirassés français sous pavillon allemand. Il s'agit des cuirassés Strasbourg, Lorraine et Paris, qui viennent à la fois de Mercel-Kébir et de la rade de Toulon. Évidemment, les bombardiers Heinkel 111H et Dornier seront également de la partie. Et cerise sur le gâteau, les Allemands ont conçu un piège diabolique. Ils ont envoyé en Espagne un de leurs canons sur rail, le canon K5 Léopold, d'un calibre de 280 mm, qui peut tirer à 62 km, voire plus avec certains obus. Ce canon est caché à Barbate, à proximité du cap Trafalgar, et il va attendre les navires anglais que les Allemands repoussent vers lui. Alors voilà, fin de la première partie du cauchemar, de cette uchronie que j'ai essayé de rendre la plus plausible possible avec les informations que j'ai en tête. Alors je vais vous demander de me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le concept, si l'idée vous intéresse, et d'essayer de trouver quelques incohérences ou quelques détails impossibles. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, mardi 22 juin 1941. Vous comprenez tout de suite la signification de cette date. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, écrivez-moi vos commentaires. C'est très important pour le recensement. Je vous dis à bientôt et souvenez-vous, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.